Ouais. Moi, je suis un militant de la joie. C'est le titre, je sais pas s'il milite vraiment dans la joie. Ah ouais, mais tu sais C'est bien un titre qui combien. nous parle, nous. C'est presque Ouais. aussi dépressif qu'un Limousin. Ah, c'est un titre en creux. Mais ça, c'est toujours bien, les titres en creux. Non? Tu crois que ça m'intéresse vraiment, les langues? Il va te dire une affaire. On m'intéresse pas tellement. Moi, il y en a mal, ras-le-bol de faire partie de la France qui arriérée, réactionnaire, la France des patoisans à l'opposé des Lumières. Depuis la Révolution qu'on essaye d'éradiquer les patois, et on n'en est pas encore arrivé. On me fait mal, moi. On me fait mal. Plus sérieusement, chez nous en Occitanie, le titre de ton dernier spectacle, Ma langue maternelle va mourir, ça nous interpelle au niveau du vécu. Ah, je comprends. Moi aussi, parce que je sens bien que je suis beaucoup plus près du grand truc du petit. Hein, et que moi-même, mourant, je vais disparaître avec ma langue maternelle s'il y a de fortes chances. Euh, En fait, il y a 2 ans, on avait fait dans le jardin de Poule, on avait fait une espèce de cérémonie comme ça, d'enterrement de la langue. C'est une espèce de provocation aussi. Puis on avait mis en plus, ma langue maternelle va mourir, et c'est tant pis. Et on faisait une espèce de provocation, disant, qui s'intéresse aujourd'hui, qui se dit qu'une langue c'est une richesse incroyable, que c'est une manière de regarder le monde, que c'est d'autres trous dans la passoire à nouilles qu'on a sur le nez, c'est que une richesse, c'est une richesse parce que c'est un regard, une ouverture sur le monde, justement, une ouverture aux autres, toutes choses que vous savez déjà, messieurs. Et moi j'avais envie de faire un espèce de petit bilan sur mon rapport à la langue, à partir de mon histoire à moi, et en même temps en disant d'autres trucs aux gens. C'est justement sur l'histoire de l'éradication de ces patois, avec ces 3 phases entre le temps de la royauté, le temps de la Révolution française et le temps du nationalisme au XIXe siècle, de parler de ces phases-là, de parler de notre rapport à l'émotionnel surtout. Je pense que c'est surtout ça. À un moment donné, en fouillant là-dessus, je me suis dit, mais on parle beaucoup de la langue en tant que d'une façon un peu nationaliste. C'est-à-dire qu'on a repris finalement les outils du nationalisme pour défendre nos langues régionales. Et je pense que finalement, ça a fait plus de tort que de bien. Et moi, je me suis dit, il faut prendre le combat, si combat il y a pour nos langues, d'un autre point de vue, qui est celui du plaisir, de, de la malice des langues, quoi, du substrat, comme on dit. Derrière les mots qui servent à communiquer, il y a aussi dans nos territoires une espèce une richesse qui est en dessous de la langue, quoi, qui est cette espèce de manière de s'amuser avec elle, de faire les cons, de, d'avoir autant de proverbes que de manières de dire, c'est du stimulant à l'intelligence. Et, et d'une temps, on parle très bien d'en parler croquant. Que lui, quand il dit qu'on a perdu l'occitan et que ça a été juste une transposition pour des mots de français qui ne servaient plus qu'à communiquer, mais plus à être porteur d'une langue, comment on a perdu le génie d'un territoire. Et comment peut-être qu'aujourd'hui, si nos campagnes sont dans un état de déshérence aussi fort, c'est peut-être aussi dû à la disparition de nos langues. C'est-à-dire que moi, je crois aussi que les langues, c'est bien plus important. C'est-à-dire qu'il y a les mots et de la communication qui sont le dessus de l'iceberg, puis il y a tout ce que ça a en dessous, et en se coupant de ça, on s'est coupé, on s'est coupé de notre monde. C'est comme si en perdant les langues qui disaient le monde qui nous entoure, on avait perdu aussi le lien avec lui. Je pense que nos territoires, on s'est déconnecté d'avec eux aussi, parce qu'on n'a plus personne qui est capable d'avoir... C'est comme si on avait des flotteurs à la surface, mais on n'a plus le lien avec le casier qui est dans le bas pour récupérer les crevettes, quoi, tu vois. Ben, tu vois, c'est ça. La crevette occitane, elle est baisée. Elle vit toute seule dans les profondeurs. Il n'y a plus personne pour avoir le lien. Et la situation dans ton pays à toi? Tu parles de ta langue, mais c'est quoi ta langue maternelle? Ma langue maternelle est le poitevin. Donc une langue qui se parlait sans doute dans les campagnes, pendant qu'à la cour de Poitou, on parlait occitan. Hein, Guillaume de Poitou, Guillaume IX, il parlait occitan. Enfin, Guillaume VII.
C'est Guillaume IX d'Aquitaine et Guillaume VII du Poitou, je crois. Il y a un problème de numéro là-dedans. Bon, enfin, bon, je pense après. Avec l'Aquitaine, on a toujours été plein de malentendus, de toute façon. Ma langue maternelle, c'est le poitevin. C'est le parlange de Vendée, du bas Poitou. Mais bon, qui a des variantes dialectales, mais qui se comprend, le domaine dialectal du Poitevin, c'est entre Noirmoutier et le sud de la Vienne. Donc, et moi, quand j'ai commencé à faire mon métier de conteur sur ce territoire-là, il était d'abord dans ma langue, et il n'y avait aucun problème de compréhension sur tout ce territoire, bien sûr, bien évidemment. Même quand il allait après dans le Morvan, dans le Berry, on a au moins 30% de vocabulaire en commun. Et c'est quoi la situation de la langue aujourd'hui? On n'a pas d'enseignement de la langue. Il y a des poches de résistance qui sont phénoménales. Dans le sud des Deux-Sèvres, par exemple, il y a vraiment des poches de ce qu'on appelle le Mélois, c'est-à-dire un endroit qui était l'endroit historiquement des protestants, parce que la deuxième communauté protestante de France, elle est dans le sud des Deux-Sèvres. Et c'est une langue assez intéressante, parce qu'avec une langue qui est assez proche du saintongeais, sur des aspects avec des E aspirés, le J aspiré, qui est assez... Et c'est une belle langue, avec quelques locuteurs et quelques poètes, comme Ulysse Dubois, par exemple, qui est un très grand poète. Bien sûr, poète qui, s'il était reconnu à sa juste valeur, il serait à l'égal de très grands poètes français, mais il ne le sera jamais. Et en Vendée, il y a des zones où ça parle encore énormément. Il y a des zones comme ça. Il y a des zones où ça parle beaucoup, et puis des zones où ça a totalement disparu. Mais nous, on a une langue d'oïl. Donc ça veut dire que même si on a pas mal de traits occitans, il y a encore pas mal de vocabulaire qui est resté de notre temps de proximité vraiment avec l'occitan, il y a une possibilité de mettre le curseur de la langue à des endroits vraiment très différents. D'ailleurs, ce qui m'a permis, moi, de pouvoir continuer à l'exploiter dans mon travail de conteur, puisque il est tout le temps mis de parlange dans mes spectacles, mais avec il est rapiloté quelques mots à deux moments, mais il en mettait moins d'ordre, il en mettait moins d'ordre. Il y avait tout le temps la possibilité de faire du patois pour l'export, ce qui est peut-être plus difficile pour l'occitan. Voilà. Donc moi, finalement, je suis un peu à la proue pour ce qu'on pourrait appeler du français régional, comme dirait l'abbé Réseau, quoi, hein, vraiment. Est-ce que c'est un bien? Est-ce que c'est un mal? J'ai plus l'impression qu'on arrivera à parler une langue dense, et en même temps, je me dis la pureté de la langue. C'est un outil nationaliste aussi de parler de la pureté de la langue. Peut-être que moi, dans cette langue, j'aimerais arriver à sauver du vocabulaire, à sauver la manière de faire joqueter un pied dans une chaussure, à faire forlacer une feuille d'arbre, et puis à me parler des baluchers des nuages quand le sloy s'en va. Et moi, il y a des enfants en bas âge, et il y a une fille qui elle a une centaine de mots dans son vocabulaire. Elle a 5 ans, mais elle a au moins une centaine de mots dans son vocabulaire courant. Ah, c'est pas encore qu'elle n'est pas tout à fait de français. C'est de patois, c'est papa? Oui. Il va mettre mes affaires au panguier. Ah, il s'est boudinaille. Ça fait plaisir, moi. D'accord, et ton combat pour la langue, il est où aujourd'hui? Ou enfin, est-ce qu'il y en a un? Il pense qu'elle ne m'a jamais quitté. Mais le m'a quitté de la manière militante de mes premières années où il y avait quelque chose qui me défrisait. On a évoqué ça tout à l'heure en parlant, mais cette idée, par exemple, quand on allait voir nos locuteurs, on leur disait il faut dire parlant, je ne peux plus dire patois, qu'il fallait avoir la graphie, la fameuse graphie unifiée, qui a des vertus pour plein de raisons. Mais de l'imposer et de croire qu'il y a de sauvetage de la langue que en imposant cette graphie unifiée, à mon avis, on a fait plus de mal que de bien. Cette manière qu'on avait de regarder le patoisant qui faisait rire, l'idée du plaisir chez le militant de la langue était très absent. Très absent. Il fallait pas rire, ou à peine. Moi, je me suis battu contre mes maîtres. Hein, mais on dit toujours que ce qui nous a structuré, on doit le tuer à un moment donné pour prendre sa liberté. Moi, ça a été le cas avec l'UPCP, avec le mouvement militant en Poitou.
Et il pense qu'il y ait autant fait pour la défense de ma langue, parce que je pense que c'est au niveau de la représentation symbolique qu'on a à gagner. Si on veut encore arriver à faire, à faire durer quelque chose de notre langue, on a besoin de héros. Et il faudrait que sur nos territoires, on ait des personnages emblématiques où des gamins puissent s'identifier à eux. Nous, on a raté le coche en Poitou. À une époque, il y avait du talent en profusion. On aurait pu faire des mecs qui auraient été sur la place publique, qui auraient fait entendre la langue plus ou moins bien. Fou. Mais est-ce que tu dis, on l'a aussi, quand on était gamin, on a entendu à propos d'un tel, des dizaines de gens. Ah mais celui-là, il a manqué sa vocation, il aurait fait du spectacle, il aurait pu être comique. Mais en fait, je pense que ça venait pas qu'il y ait plus de gens capables de faire du spectacle, c'est simplement qu'ils étaient plus à l'aise dans cette langue qui leur collait au pied, quoi. C'était vraiment, ils étaient dedans, quoi. Oui, mais nous, le mouvement militant, refusait ce qu'on se professionnalise. On était bénévole, on était militant, il ne fallait pas devenir professionnel, c'était trahir le mouvement. Sauf que dans le mouvement UPCP, par exemple, il y en a un paxon qui sont devenus des administratifs de la culture. Ils sont dans des bureaux, mais par contre, on refusait qu'on devienne artiste. Alors ça a été mortifère pour la langue, vraiment. Il ne s'agit pas ni de faire de passéisme, ni quoi que ce soit, mais on voit bien que les vieux, les générations de nos parents, ils avaient un réel plaisir à parler cette langue, et il n'y avait pas 3 phrases dans la pire des circonstances que ce soit, il n'y avait pas 3 phrases où il n'y avait pas une plaisanterie. Absolument. Cette idée du plaisir, je pense que c'est ça, enfin, c'est ça qui m'intéresse à tirer, et je ne pourrais pas le tirer tout seul. Moi, ce que j'aimerais, c'est que en parlant de ça, ça puisse soulever des questions, et puis soulever de l'envie d'aller à la quête de ce plaisir-là, ce plaisir juste de la langue. Si on arrivait à dire, putain, mais nos patois, eh bien, au moins c'est une source d'un plaisir infini. Au moins c'est comme un sport que tu vas pratiquer. Au moins on ne le fait pas pour le militantisme, sauvons l'Occitanie, hein, mais on le fait parce que c'est un bonheur absolu. Tu parlais tout à l'heure du lien qui était rompu entre le flotteur et le casier à crevettes. Ouais. Ben, c'est ce que tous les gens qui ont travaillé sur les pathologies liées à l'éradication des patois se sont aperçus que les symptômes justement de dépression liés à la perte de la langue maternelle étaient toujours liés à l'émotionnel. C'est-à-dire que quand on passe d'une langue maternelle, la langue maternelle, elle est liée aux émotions. Elle est liée à ce qu'il y a de plus... la langue maternelle, elle est liée à ce qu'il y a de plus intime en nous. Tu vois, j'entendais il y a quelques jours Éric de Luca, première langue napolitain. Et il dit, dans ce rendez-vous avec Laure Adler, il dit, moi, quand je m'insulte, quand je suis fâché après moi, je m'insulte en napolitain. Quand je m'insulte en italien, ça ne me fait rien. Et c'est un résumé. Qu'est-ce que ça veut dire, cette langue, le flotteur et le casier? C'est parce que entre le mot et l'émotion, il y a un lien d'une force incroyable quand tu utilises ta langue maternelle. Alors que quand tu as rompu ce lien-là, le mot, il flotte à la surface, il est fait pour communiquer, mais il n'a plus cette espèce de chose du rendez-vous avec l'intime. C'est valable pour moi, et je pense à tous ces petits gamins qui arrivent sur nos territoires et dont on dénie la possibilité même de reconnaître leur langue maternelle pour leur apprendre notre culture à nous. Et quand on sait que, effectivement, l'UNICEF, l'UNESCO incite toujours à s'appuyer sur les langues maternelles pour le premier apprentissage. Autrement, on risque la déscolarisation et la marginalisation. Est-ce qu'on est capable de faire ça aujourd'hui? Et dans notre société, on pense qu'elle est en train de nous péter à la gueule à plein de niveaux, et je pense qu'on pourrait au moins prendre exemple sur ce qui s'est passé, sur le traumatisme que nous, on a pu, et nous encore plus nos parents et nos grands-parents, tout ce qu'on a vécu nous, pour qu'on ne puisse pas reproduire ça sur ceux qui arrivent dans notre pays, par exemple. Et ça ne suffit pas que la langue maternelle soit parlée dans la famille et qu'il y ait une autre langue qui soit parlée, une langue plus sociale. Le petit Syrien, s'il parle syrien à la maison, ça fonctionnera pas. Si, mais je pense que pour ça, il faut reconnaître sa langue. C'est tout ce que, par exemple, l'ethnopsychiatrie, Toby Nathan, des gens comme ça, disent, souvent il suffit de juste écouter, de pouvoir reconnaître la richesse de l'autre, de dire, ah,
Si nous, on nous avait dit, si toi, on t'avait dit, putain, t'as une belle langue, c'est de l'occitan, à l'école, si on t'avait dit, ton instinct t'avait juste dit, fais écouter ça, comme elle est belle ta langue, c'est magnifique, tu dis ça comme ça? Ah ouais. Et vous, comme l'instinct qui, moi, vous pouvez me dire, ah ben ouais, je vais t'apprendre le ou avec accent et le ou avec accent grâce à ton patois. Avour et puis bedon. Quand tu peux dire avour, c'est-à-dire avour collé, ça, c'est le ou avec accent. Et puis si tu dis ou bedon, olé du pain ou bedon une mèche, et bien là tu sais qu'on aura un ou sans accent. Et bien si on arrive à faire ça, on a tout gagné. Et je pense que juste l'accueil, reconnaître l'autre, c'est bien. On manque d'amour tout autant qu'on est. Ben, juste reconnaître avec un tout petit peu d'attention la richesse de l'autre, c'est déjà gagner 80% des pathologies. D'accord. Et défendre ta langue maternelle, c'est pas quelque chose qui est fermé, on peut pas. Pour toi, on peut pas te faire ce reproche-là. Non, parce qu'il est souvent dit, il nous a dit au début quand il commençait, il dit, vous savez, il pense que le français est fatigué. C'est une langue fatiguée. Les mots sont fatigués. Ils avaient été usés par des usurpateurs en tout genre. Quand on écoute le discours politique aujourd'hui, on se rend compte à quel point le français est fatigué. Donc moi, il propose une alternative. On ne pourrait pas se faire avec l'occitan, qui est une langue beaucoup plus fermée que la mienne. Mais la mienne, forcément de langue, elle est fortement ouverte sur le monde, est une alternative au français fatigué. Donc tu penses bien que... En plus, tu comprends, dans ma langue, on dit « i » pour dire à la fois « je » et « nous ». « I vu »,« Yvelon ». Et ça, philosophiquement, vous n'avez pas d'équivalent. C'est pour ça que nous, on est un peu l'épicentre de l'avenir du monde, parce que le « i », c'est l'action qui détermine si c'est « je » ou si c'est la communauté qui fait. Donc, par le beau merle, on va te voir à tes actes. Quand tu auras fait, on saura si c'est toi ou si c'est le collectif. C'est quand même du boulot, ça. Non ? Et tu ne penses pas quand même que ce traumatisme-là, il ne s'est pas transmis, même aux jeunes générations qui n'ont peut-être pas entendu parler du parlange ou de l'occitan, mais pas ce mal français, là, c'est pas... Tous les gens qui ont travaillé là-dessus, sur ces pathologies-là, disent que ça se transmet. Puis en plus, je pense que la pauvreté intellectuelle, elle se transmet. Et ce qu'on a perdu au moment de la perte de la langue, je pense que dans des générations de gens qui ont mangé leur langue pour prendre un français, mais qui maîtrisait mal, qui est un français de communication et non plus de culture, je pense que ça se transmet après de manière violente aux enfants. Annie Ernaux en parle très bien, cet auteur qui fait de l'autofiction et qui écrit dans un livre qui s'appelle La Place. Elle raconte comment son père normand, avait devenu petit commerçant, sorti de la terre, sorti de la glaise, avait enlevé son patois, mais en même temps avait une langue pauvre, et comment la langue était le sujet de violentes disputes à la maison toujours. Et elle décrit par le menu le processus interne. Je trouve que c'est assez magnifique, c'est à lire de toute façon. Et je pense, oui, que ça se transmet. Et je pense qu'effectivement, dans le mal français, mais même si on parle des petits beurs qui ont des parents qui maîtrisent mal la langue et qui eux-mêmes n'ont pas eu, on n'a pas eu la méthodologie. Avec le dogme de la langue unique en France est un dogme mortifère, dégradant, humiliant pour des générations de gens qui viennent encore aujourd'hui. C'est cette espèce de sacro-sainte religion laïque, mais au pire sens du mot, quoi. C'est-à-dire qu'il n'est pas vrai que c'est cette espèce de peur que les langues régionales attaquent la cohérence de la France. On a rencontré tout un tas de gens de l'extérieur, donc non français, mais notamment les Italiens des vallées occitanes, qui nous disent, mais c'est incompréhensible. Les Français sont ridicules, la France est ridicule, on fait rire tout le monde, quoi. Je crois que ça date vraiment du temps de la purification de la langue française actuelle, quoi. C'est-à-dire vraiment du XVIIe siècle, ce que raconte très bien Duneton par Les Croquants. C'est un siècle fasciste. Un siècle fasciste, Louis XIII, Louis XIV,
une espèce d'imposition, purification d'une langue qui va devenir une langue d'aristocratie et qui va être, en plus, moi c'est le plus grand mystère pour moi est là, c'est que cette langue-là, avec le Rivarol d'avant la Révolution, qui défend cette espèce de langue française, ce génie de la langue française, et cette langue-là, d'aristocrate, va être prise telle qu'elle pour en faire l'outil des Lumières. C'est-à-dire qu'on prend cette langue d'aristocrate, faite par les aristocrates, pour les aristocrates, avec tout ce qu'elle comporte dedans, avec toute la fabrication même, ce qu'on a gardé de vocabulaire intérieur, son niveau conceptuel et sa négation de tout ce qui avait rapport avec le réel, avec le concret, avec la matière, on le fait pour être la langue des Lumières. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment là dès le début, quoi, dès quasiment l'adoption de cette langue d'élite. Et elle est restée une langue d'élite, et elle est la langue de l'intellectuel français, de l'intellectuel des Lumières, qui finalement est un espèce d'héritier aristocrate. Et puis on voit bien aujourd'hui les dégâts, par exemple, la francophonie. Quand même, au début, c'est une idée formidable. Et le plus grand ennemi de la francophonie, c'est la France. C'est les élites françaises. J'ai une amie qui est secrétaire générale maintenant qui est une québécoise, enfin, d'origine haïtienne, qui est une femme extraordinaire, mais quand elle parle, elle dit mais c'est invraisemblable. Notre plus grand ennemi, c'est vraiment en France. On ne prend pas en considération les Québécois. Pour arriver à l'inventivité du français par les Québécois, de temps en temps, on a un petit courriel qui arrive, on a un petit truc comme ça, mais c'est du bout des doigts, vraiment. Et alors, on prend la prise en compte de la créativité en Afrique noire. Quand on entend à la télévision le mépris des accents, nos élites françaises, qu'elles soient en télévision, en politique et dans le monde universitaire, il y a une posture sur le vrai français, sur cette espèce de chose-là qui est quand même... Bon, et la grande région avec ces 3 langues, alors, au moins? Ouais, moi, je suis très content de cette grande région parce que vraiment, à cheval, c'est très bien. À faire, en une journée, on ne fait pas le tour. Non, mais je suis content, moi, de faire partie de la région d'Henri IV. C'est sûr que ça, c'est bien. D'être avec vous, c'est bien aussi. Hein. Non, mais je pense, en tout cas, pour nous, Poitevin, ça peut être une chance au niveau de la langue. Parce que, dans la mesure où il y a quand même, en Aquitaine, il y a une dynamique autour de la langue et une dynamique des pouvoirs publics, en tout cas, politique autour de la langue, qu'il n'y avait pas en Limousin et qu'il n'y avait pas en Poitou. Donc peut-être que pour nous tous, on va y trouver notre compte. Voilà, donc je suis assez content d'être dans cette nouvelle région-là. Bon. Tu t'en fous alors? Hein? Tu es content ou tu t'en fous? Oui, parce que quand je m'en fous, je suis content, moi. Ah non, c'est quand je m'en fous pas souvent que ça me crispe. Alors que quand je m'en fous, je suis content. Ah, mais moi, bien sûr que je suis un militant, parce que je porte cette langue-là. Elle est viscérale. Puis en plus, je pense qu'il y a quelque chose, il y a une petite chose, une petite musique à l'intérieur. J'ai encore mes 2 parents, moi. Donc je parle avec eux. Et c'est les derniers locuteurs avec qui je peux avoir une richesse de langue aussi dense, parce que forcément, c'est ma langue maternelle, avec tout ce qu'elle comporte de puissance, de densité. Et j'aurais jamais ça après, quand il va être parti. Donc, je sens le vent du boulet. Je ne sais pas comment vous avez fait, vous, étant plus jeune, mais moi, il est vrai qu'il y avait toujours l'impression de jouer dans un film quand il disait « je t'aime » à une fille. Tu vois, elle n'était pas naturelle. Et tu crois que ça vient de là? Ah oui. Et si tu disais en parlange, ça faisait quoi? Ils te aiment, mais ils te aiment, oui, mais on ne l'aurait pas dit de même. Tu vois, tu sais bien, on a des périphrases dans nos pays, on ne dit pas les choses frontalement. Hein? Tu me saoules pas trop. Ouais, on va faire en creux. Oh, mon frère, hein? Si mon frère, oh, mâche que tu me fais d'altelture de même, tu vois. Il ne sait pas si. Puis on me fait fissonner dans ma culotte. Donc, on a une manière de parler d'amour qui est peut-être moins conceptuelle, qui est beaucoup plus pratique, tu vois. Hein? J'ai cru comprendre. En tout cas. Ouais, chez nous, il reste quand même. Parce qu'on a, enfin, en français local, je ne sais pas si c'est pareil chez toi, il reste des centaines d'expressions.
il y a des gens intelligents qui ont appelé ça des limousinismes. Il reste des centaines d'expressions qui sont traduites, qui sont traduites au mot à mot de l'occitan, du patois. Est-ce que c'est pareil chez toi? Est-ce que tu penses que c'est pas un truc justement par lequel les gens se forcent un petit peu ou essayent désespérément de s'accrocher après la branche Ben, je suis pas sûr qu'ils s'accrochent, ils le savent même pas, ils se rendent même pas Oui, compte. mais inconsciemment, même si c'est Ouais, inconscient. bien sûr. Mais je pense qu'il y en a beaucoup. Et ça m'a donné envie de faire un inventaire de ça, moi, parce que je vois bien. Et ce qui est en plus le plus troublant, c'est par exemple dans une ville comme Nantes, qui se prétend comme une ville bretonne, et en même temps qui a été mal, parce qu'effectivement, le galop n'existant pas, on ne voulait pas en parler. Donc, et il y a plein de termes qui sont des termes de Vendée, parce que c'est la première ville vendéenne du monde. Nantes est bien plus vendéenne que bretonne même, parce qu'il y a autant. Et donc il y a plein d'expressions vendéennes qui sont utilisées. Et ils disent ah, ça c'est des termes nantais. Parce que jamais, ils ne voudraient pas que ce soit des trucs de vendéens qui sont les ploucs de Nantes. Bah, absolument. C'est négrier nantais, foiré. Mais en tout cas moi qui habite à Rennes, je vois bien comme il y a régulièrement dans le journal justement des traductions comme ça, ce qu'ils appellent les britonismes ou le bretonisme, ou je sais pas quoi, pareil, un peu comme limousine. Limousinisme. Ouais, ça. On a bien, mais je suis juste rendu, t'as barré la porte, on va cincer. À la frérie. Hein, mettre les affaires au bourrier. Les gens sont persuadés que c'est français, tout ça. On leur dit. Apprenez une demi-route. Oh, j'ai pris rien que les demi-routes pour venir ici. Pas tout à fait française. Tu me donnes les pierres de sucre? Hein? Je m'en boue, mais je m'en fous. Tu sais bien, c'est comment c'est avec le Viazac? Le mélange de Viagra et de Prozac.